Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat. Et ce matin, je vous propose de suivre l'audition de la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, et de Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. Ces deux ministres ont présenté le projet de loi de transformation du système de santé aux sénateurs de la Commission des Affaires sociales. Alors, ce texte, pour lutter contre les déserts médicaux, prévoit de mettre fin au numerus clausus qui limite le nombre d'étudiants en médecine. Il s'agit également de décloisonner l'offre de soins entre la ville, l'hôpital et le secteur médico-social. Je vous laisse écouter cette audition. Je mesure évidemment les attentes sur notre système de santé. Elles sont nombreuses. La stratégie globale que nous proposons doit transformer les modes d'organisation, doit transformer les modes de financement, la formation, les conditions d'exercice des professionnels afin de garantir et d'améliorer l'accès à des soins de qualité pour tous et dans tous les territoires. S'il demeure par bien des aspects synonyme d'excellence, notre système de santé est confronté, vous le savez, à des défis structurels qui nécessitent une évolution profonde. Comme vous, j'entends les patients qui font mention de délais d'attente en matière de délai de rendez-vous, de difficultés d'accès à un médecin traitant ou même aux soins dans certains territoires. J'entends également les professionnels de santé qui font état de la lourdeur des charges administratives, de la multiplication parfois non pertinente de certains actes, du manque de temps dédié à la personne malade, ou encore de la faiblesse des évolutions professionnelles ou de la reconnaissance de leur implication dans leurs évaluations. Enfin, j'ai pu constater que notre organisation et nos modes de financement ne valorisent pas, et vous le savez, la pertinence et la qualité des pratiques, ainsi que la coopération entre les acteurs de santé. Nous sommes face à un système de soins trop cloisonné entre ville, hôpital, médico-social, entre public et privé. Nous sommes face à un système qui ne permet pas la fluidité des parcours, la coordination entre professionnels, la qualité et la prévention. Notre stratégie s'articule donc en 3 axes. D'abord, offrir une meilleure qualité des prises en charge en plaçant l'usager au cœur du dispositif. Deuxièmement, à permettre une offre mieux structurée pour renforcer l'accès aux soins par un maillage territorial de proximité, de permettre que les métiers, les modes d'exercice et les pratiques professionnelles soient repensés pour être en phase avec les besoins d'aujourd'hui, les besoins de santé de nos concitoyens qui ne sont pas ceux d'hier, mais aussi en phase avec les attentes des professionnels. Néanmoins, j'ai eu l'occasion de le rappeler, mais je préfère le répéter, notre action ne se réduit pas à ce seul projet de loi que vous allez examiner. La réforme sera ainsi complétée d'une réforme profonde du mode de financement qui s'appuie sur le rapport de la mission de Jean-Marc Aubert, qui est directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère. D'autres leviers réglementaires, conventionnels ou financiers, mais aussi d'animation territoriale et d'appui aux acteurs viendront prolonger la loi. C'est par exemple ce que nous avons mis en place dans le plan d'urgence d'accès aux soins, c'est-à-dire le déploiement de 400 postes de médecins généralistes dans les territoires les plus en difficulté. Du point de vue de la démographie médicale, ces postes sont des postes salariés. Nous déployons évidemment en parallèle de la loi les assistants médicaux qui rapidement devraient permettre de dégager du temps médical pour que les médecins puissent soigner un plus grand nombre de patients et puissent mieux les accompagner. En matière d'organisation, je pense aussi au développement des communautés professionnelles territoriales de santé qui vont permettre une meilleure coordination de tous les professionnels de santé sur un territoire pour améliorer l'accès aux soins de la population dans ce même territoire. Avant de m'exprimer sur le contenu de la loi, je voudrais également dire quelques mots des ordonnances dont je sais qu'elles peuvent susciter quelques interrogations, voire agacements. D'abord, du fait du calendrier, un certain nombre de modifications législatives prennent la forme d'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance. Et évidemment, j'ai entendu votre remarque sur ce recours à l'article 38, mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler lors de l'examen en commission, ces ordonnances, lors de l'examen à l'Assemblée, ces ordonnances doivent permettre de construire avec l'ensemble des acteurs un modèle robuste et durable. C'est donc un choix assumé par le gouvernement pour
avoir le temps de la concertation et mener une réforme dont notre système a fondamentalement besoin. Par contre, comme je m'y étais engagée, l'avancée de ces concertations permet au gouvernement de soumettre à l'examen de la Commission des affaires sociales aujourd'hui un amendement transcrivant dans le projet de loi les missions des hôpitaux de proximité. Ça a été voté à l'Assemblée nationale, vous le savez, qui devait être initialement défini par des ordonnances. Et puis, nous avons également inscrit dans la loi ce qui est relatif à l'Agence régionale de santé de Mayotte, qui initialement devait également être une ordonnance. Autre engagement que j'ai pris, c'est d'associer étroitement les parlementaires. Et cet engagement sera tenu. J'ai exprimé en effet le souhait de présenter devant les commissions des affaires sociales, à la fois du Sénat et de l'Assemblée nationale, chacune des ordonnances avant la discussion du projet de loi de ratification. De même, nous réaliserons une étude d'impact, de façon à ce que les députés et les sénateurs puissent être éclairés sur les conséquences des mesures envisagées et retenues. Le projet de loi initial comprenait 23 articles et il a été complété par le travail parlementaire. Alors, pour vous donner quelques visions, je concentrerai mes propos sur certaines des dispositions. Le titre 2, le titre 1, Frédérique Vidal en parlera. Le titre 2 devra structurer les collectifs de soins de proximité dans les territoires. Et c'est donc dans ce titre que figurent les projets territoriaux de santé qui doivent aider à mettre en cohérence toutes les initiatives de tous les acteurs du territoire, quel que soit leur statut, libéral, en exercice regroupé ou coordonné, les acteurs hospitaliers, les acteurs du social et du médico-social, publics ou privés, en associant évidemment les élus et les usagers. Ces projets territoriaux formalisent notre volonté de décloisonnement qui est l'essence même de Ma Santé 2022. Le statut des hôpitaux de proximité sera revisité pour être mieux adapté aux soins du quotidien, pour que ces hôpitaux soient plus ouverts sur la ville et le médico-social. Les missions socles ont pu être inscrites et discutées au Parlement. Elles sont donc inscrites dans la loi qui vous est présentée, tandis que les modalités de financement et de gouvernance seront définies, de financement seront définies par les prochaines lois de financement de la sécurité sociale. L'ordonnance ne touche donc qu'à la gouvernance. Le projet de loi et la stratégie dans son ensemble visent par ailleurs à soutenir une offre hospitalière de proximité qui constitue un pilier de l'offre de soins de premier recours dans les territoires. À ce titre, un amendement du gouvernement a ouvert la possibilité, sur autorisation expresse du directeur général de l'ARS, que des hôpitaux de proximité puissent pratiquer certains actes opératoires ciblés dont la liste serait validée par la Haute Autorité de Santé. Il pourrait notamment s'agir d'interventions n'imposant pas nécessairement le recours à une anesthésie générale ou loco-régionale, comme la chirurgie de la cataracte, l'IVG instrumentale ou le traitement de certaines lésions du col de l'utérus. Par ailleurs, en cohérence avec ces enjeux, nous souhaitons conduire la réforme des autorisations des activités pour qu'elles puissent accompagner la gradation des soins, qui est de fait inscrite dans la loi, dans une recherche de qualité, de sécurité et de pertinence des prises en charge. Un chapitre sera consacré à l'acte 2 des groupements hospitaliers de territoire. Le projet médical doit désormais être le centre de gravité de ces groupements hospitaliers. Quelques mots également sur un sujet qui a fait débat et qui suscite évidemment légitimement une émotion. Je veux parler des certificats de décès. Nous sommes conscients que la situation actuelle n'est pas satisfaisante, même si des efforts, notamment financiers, ont été faits vers les médecins libéraux. Aussi, le gouvernement a donné un avis favorable à un amendement visant à faire établir des certificats de décès par des internes et par des médecins retraités. La discussion ne semble toutefois pas close et nous aurons certainement des échanges aujourd'hui en séance sur ce sujet. Dernier pivot du projet de loi, l'innovation et le numérique. L'ambition est de donner à la France les moyens d'être en pointe sur ces sujets avec la création de ce que nous avons appelé le Health Data Hub et de l'espace numérique en santé que les députés ont souhaité rendre automatique, sauf opposition du titulaire ou de son représentant légal, dès l'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques
pour les personnes qui seront nées à compter du 1er janvier 2022. La dématérialisation des pratiques passera aussi par le renforcement des activités de télésanté. Le télésoin sera créé, pendant que la télémédecine pour les paramédicaux et les pharmaciens, qui permettra la réalisation de certains actes à distance par voie dématérialisée, sera possible en orthophonie, par exemple. La gestion des ressources humaines médicales sera mutualisée et la gouvernance médicale sera adaptée et renforcée en conséquence dans les établissements de santé. Un nouvel article du projet de loi introduit à l'Assemblée offre la possibilité aux professionnels paramédicaux de la filière de la rééducation de cumuler une activité mixte, c'est-à-dire libérale en ville, avec une activité publique à l'hôpital, de façon à rendre ces carrières plus attractives. Plus largement, l'examen à l'Assemblée nationale a conduit aussi à modifier le périmètre de compétences de certaines professions de santé. Je pense en particulier à la délivrance par des pharmaciens de médicaments sous prescription médicale obligatoire. Je pense également à la possibilité donnée aux infirmiers d'adapter des prescriptions ou de prescrire certains produits en vente libre. Une proposition de la mission d'information sur les pénuries de médicaments et de vaccins a également été traduite dans la loi, puisque le texte prévoit désormais la substitution par le pharmacien d'officine d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur en cas de rupture d'approvisionnement. Enfin, il s'agit d'un objectif transverse à toutes les politiques publiques. Diverses mesures de simplification, d'harmonisation et de sécurisation juridique sont regroupées dans les titres 4, 5 et 5 du projet de loi. Avant de conclure, j'aimerais ajouter quelques mots sur la place des élus, et notamment des élus locaux. La politique que nous conduisons dans le champ de la santé ne peut se faire sans nouer une relation de confiance durable avec les élus. Aussi, le projet de loi a été amendé pour prévoir la reconnaissance de la promotion de la santé comme compétence partagée des collectivités territoriales avec l'État. Il prévoit également l'association des collectivités territoriales à la mise en œuvre de la politique de santé. Il prévoit la présence de parlementaires au Conseil territorial de santé. Il prévoit également une représentation des élus, une présentation aux élus par le directeur général de l'ARS de la mise en œuvre de la politique de santé sur le territoire ou le département, notamment en matière d'accès aux soins et d'évolution de l'offre en santé. Enfin, il prévoit la participation de parlementaires au conseil de surveillance des agences régionales de santé. Vous l'avez compris, pour construire le système de santé de demain, nous misons sur les initiatives des territoires, le décloisonnement, les coopérations. Il n'y aura pas de décision imposée d'en haut. Mesdames et messieurs les sénateurs, l'attente, je le sais, est très grande. Et c'est donc avec grand plaisir que je répondrai à vos questions. Mais je laisse d'abord la parole à Frédérique Vidal pour le titre 1. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur pour avis, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. La question de la formation, et tout particulièrement celle des futurs médecins, est aussi au cœur de ce projet de loi. Depuis trop longtemps, nous nous désolons de voir chaque année plus de 7 étudiants sur 10 inscrits en PACES et néanmoins échouer sur le mur du numerus clausus. Et depuis trop longtemps, nous regrettons aussi collectivement le caractère univoque des études de médecine. L'objectif du titre 1 est donc de transformer notre système de santé avec une évolution radicale de la manière dont nous envisageons la formation des soignants et notamment des médecins. Cette question fait donc l'objet des articles 1 et 2 de ce projet de loi et il s'agit en fait de diversifier les profils des futurs médecins, d'offrir une pluralité de voies d'accès à l'étude de la médecine, de casser les logiques tubulaires qui contribuent à rigidifier notre système de soins et de faire en sorte que les étudiants en santé se sentent plus à l'aise dans leurs études. D'abord parce que nous le leur devons, mais aussi parce que nous le devons à leurs futurs patients qu'ils ne soigneront bien que si eux-mêmes vont bien.
L'ensemble de ces questions, bien sûr, ne pourront pas être exclusivement traitées par la loi. Une large concertation se poursuit notamment autour du nouveau parcours des études en santé, mais notre engagement, c'est de pouvoir dessiner avec vous le cadre législatif qui permettra aux acteurs universitaires, aux étudiants, à tous les acteurs du système de santé qui concourent à la formation, de faire vivre des cursus plus ouverts et plus diversifiés. Venons-en à l'article 1 et à la transformation de l'accès aux études de médecine. Pendant très longtemps, et souvent à juste titre, le débat s'est focalisé sur la question du nombre de médecins formés et au-delà du gâchis suscité par ce système de la PACES qui a contribué, par sa rigidité, à l'émergence d'iniquités territoriales parfois profondes. Les antennes PACES qui ont été créées ces dernières années, ainsi que les expérimentations, ont montré qu'il était possible de rétablir un minimum de cohésion territoriale, même si, évidemment, ces expérimentations étaient trop peu nombreuses pour répondre aux besoins de notre système de soins pour les prochaines années. Si le seul enjeu de l'article 1 était d'augmenter le nombre de médecins à former, un simple relèvement du numerus clausus aurait été suffisant. Mais avec cet article, il s'agit d'aller au-delà de l'augmentation du nombre de futurs professionnels formés. Nous en attendons une réelle diversification des profils des étudiants, à travers notamment une prise en compte effective des différents parcours pour enrichir la formation des médecins, avec des apports venus aussi bien des sciences dites dures que des sciences sociales. Nous le savons, la demande de soins évoluera fortement dans les prochaines années. Certains patients auront besoin de professionnels maniant des compétences techniques nouvelles, liées par exemple à l'intelligence artificielle. Beaucoup de professionnels devront se coordonner pour une approche globale, biologique, psychologique, sociale autour d'un patient ayant des difficultés multiples, mais souhaitant néanmoins vivre dans son environnement et rester acteur de sa santé. Les biotechnologies continueront à se développer. Les terrains d'exercice de la médecine, qu'il s'agisse des métropoles, des territoires ruraux, des pratiques hospitalières ou ambulatoires, tout ceci va probablement être profondément modifié et les études de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de maïeutique, les études en santé dans toute leur généralité doivent intégrer ces différentes demandes. Concrètement, cela signifie que dans chaque université, plusieurs voies permettront de candidater pour les filières de santé. Ces différentes voies pourront être constituées d'enseignements majoritairement axés sur la santé, mais permettant néanmoins de poursuivre dans d'autres cursus, ou bien d'enseignements centrés sur d'autres disciplines, mais comprenant des enseignements en santé. Et la nouveauté, c'est que l'ensemble de cet accès pourra être proposé dans des universités qui ont des facultés de santé, bien sûr, mais aussi dans des universités qui n'en ont pas et qui sont fréquemment dans des zones sous-denses en médecins. Le système demeurera sélectif, et ça c'est évidemment essentiel pour garantir la qualité des médecins qui seront formés, mais ces viviers diversifiés, la possibilité de démarrer sa formation, et j'y reviendrai, d'avoir aussi une partie de sa formation de 3e cycle au plus proche des territoires, permettra aussi de répondre à cette question de désertification médicale. Le deuxième article porte plus loin dans les études médicales et notre ambition est de concilier exigence, bienveillance et ouverture. Aujourd'hui, les études de médecine sont souvent un saut d'obstacle qui ne convient qu'à ce qu'on peut appeler un type d'intelligence. L'étudiant sélectionné sur des QCM en PACES qui accède à telle ou telle spécialité en fonction de sa capacité à mémoriser une grande quantité d'informations et à cocher des cases, des qualités de synthèse, la décision en situation d'incertitude ou plus simplement la capacité à conduire un entretien ou un examen clinique sont finalement peu évaluées et pour les étudiants ne comptent pas.
pas plus que le fait d'ailleurs pour eux de s'être impliqués dans un travail de recherche ou d'avoir eu une expérience internationale. Ce que nous disent les étudiants, ce que nous disent les jeunes médecins, c'est qu'ils ne veulent plus de ce modèle dans lequel le bachotage intensif leur fait parfois perdre le sens même qui les avait conduits à s'engager dans cette voie. Et ce que nous vous proposons dans cet article 2, c'est donc de mettre fin à cette situation en diversifiant les critères d'évaluation des étudiants et en construisant des parcours multiples en perspective de l'internat de 3e cycle. Les débats en séance à l'Assemblée nationale ont permis d'enrichir ces articles par 2 voies complémentaires. À l'initiative de Stéphanie Rist, le gouvernement souhaite ouvrir à l'article 1er une fenêtre d'expérimentation pour rapprocher les formations paramédicales de la formation médicale universitaire classique et de proposer dans un cadre expérimental et dans les établissements qui le souhaiteront des formats de cours communs et des parcours plus transversaux qui permettront d'aller ensuite vers une spécialisation progressive dans un métier de la santé et la création d'une réelle culture commune. Cette diversification des parcours et des formats pédagogiques va de pair avec les dispositions des articles 2 bis et 2 ter. L'article 2 bis qui permettra de réviser globalement notre définition des études de médecine pour mieux y associer les patients, mais également, et j'y insiste, engager une diversification réelle des terrains de stage dans tous les territoires et notamment dans les zones sous-denses. Le gouvernement mettra à jour toutes les dispositions réglementaires à cette fin, sous le contrôle du Parlement, qui sera naturellement associé. L'objectif de cette diversification de terrains de stage, c'est de permettre à tous les étudiants de pouvoir profiter d'une formation de qualité, et ce, sur l'ensemble des territoires. Et c'est aussi, évidemment, un enjeu de cohésion territoriale. Au travers de cela, je voudrais aussi évoquer avec vous la principale question qui est probablement présente dans les esprits de vous tous présents ici. Qu'est-ce que cela va changer au problème des zones dans lesquelles on manque de professionnels de santé ? Eh bien, évidemment, nous devons aborder cette question sous l'angle de la formation. Vous le savez, il faut 9 à 15 ans pour former un médecin. Et les difficultés actuelles sont le résultat de décisions prises dans les années 90 et 2000. Et il faudra du temps pour corriger cela. Chacun peut le mesurer et on ne peut pas décider que dès demain, le nombre de médecins diplômés va miraculeusement augmenter. Mais nous pouvons en revanche améliorer dès demain ou dès après-demain l'accès aux soins par un ensemble de mesures, notamment celles que ma collègue Agnès Buzyn vous a présentées, des formations nouvelles, comme la création de diplômes d'infirmiers de pratique avancée qui ont été ouvertes dès la rentrée 2018 et qui permettent des organisations différentes en libérant du temps médical disponible et en assurant différemment et mieux la prise en charge des maladies chroniques. Vous l'avez compris, la formation des médecins, c'est un vecteur d'évolution structurelle de long terme de notre système de santé. C'est pourquoi elle est abordée dans ces articles 1 et 2. Et la transformation à la fois de l'accès au premier cycle et de l'accès à l'internat ne permettront pas à elles seules de résoudre toutes les difficultés accumulées ces dernières décennies, mais néanmoins elles constituent la condition nécessaire pour nous projeter dans l'avenir et construire un système adapté à nos besoins. Voilà en quelques mots la vision portée par le gouvernement sur cet aspect spécifique du texte. Et je suis bien entendu aussi à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Merci, Mesdames les ministres. Nous allons donc passer aux questions. Alors, comme de tradition à la Commission des affaires sociales, ce sont d'abord les rapporteurs qui vont vous poser des questions, ensuite les collègues qui auront levé le doigt, comme M. Van der Renberg et d'autres qui sont en train de lever. Je vais donc vous poser les premières questions. J'en ai 4 petites, moi, en ce qui me concerne, à vous poser. La mise en œuvre, Madame Vidal, de l'article 1er supposera, de l'avis de l'ensemble des acteurs impliqués, un renforcement considérable des moyens des universités. La mise en place d'examens oraux, le renforcement de l'accompagnement des élèves pour leur permettre effectivement de s'orienter progressivement vers une filière, l'augmentation potentielle du nombre d'étudiants formés. À combien donc estimez-vous les moyens nécessaires et quelles mesures seront prises pour préparer l'application de la réforme en 2020 ? Pour le reste, les
question suivante s'adresse plutôt à Madame la ministre de la Solidarité et de la Santé. Pensez-vous, Madame la ministre, que la gouvernance en elle-même de notre système de santé, éclaté entre plusieurs acteurs, soit aujourd'hui adaptée aux enjeux de sa transformation, notamment selon la logique de décloisonnement que vous entendez promouvoir? Quelles sont les réflexions engagées à ce niveau, tant au plan national qu'à l'échelon régional ou même local? La deuxième question, la présentation qui a été faite de l'article 1er me semble en partie trompeuse. L'accent, et Madame Vidal l'a redit, a été mis en effet sur la suppression du numerus clausus, ce qui a pu laisser à la population penser que de très nombreux médecins seraient formés dès demain. Et vous avez répondu à cette question. Or, les effectifs formés demeureront limités puisque le mécanisme mis en place restera sélectif et que les capacités de formation des universités ne sont pas extensibles. Je souhaite donc vous poser deux questions sur ce point. Comment les futurs étudiants seront-ils informés de la nouvelle logique mise en place afin de ne pas faire trop de déçus? Et par ailleurs, le numerus clausus ayant déjà été fortement desserré au cours des dernières années, comment souhaitez-vous voir évoluer le nombre de médecins formés au cours des 10 prochaines années? Quelle stratégie, question suivante, quelle stratégie entendez-vous déployer en vue de passer du nombre d'établissements labellisés hôpital de proximité de 243 à l'heure actuelle à 5 ou 600 d'ici 3 ans, suivant l'objectif affiché par le plan Ma Santé 2022. Quels seront les moyens dédiés pour garantir l'attractivité de ces établissements? Et au-delà de la participation des CPTS à la gouvernance des hôpitaux de proximité, comment entendez-vous assurer dans leur organisation et leur fonctionnement la nécessaire articulation avec les soins de ville eux-mêmes en voie de restructuration? Comment sera préservée la singularité de cette organisation et de cette gouvernance dans les cadres des GHT, alors que le texte prévoit par ailleurs à l'article 10, plus loin, dans l'intégration au sein de ces groupements? Voilà pour moi. Monsieur Longeot, je vous laisse la parole pour vos questions. Ensuite, je vous laisserai répondre. Merci, Monsieur le Président, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Mes chers collègues, la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable travaille depuis de nombreuses années, et vous le savez, sur la problématique des inégalités territoriales dans l'accès aux soins. En ma qualité de coprésident du groupe de travail déserts médicaux de notre commission et dans le prolongement du rapport qui m'avait été confié en 2016, j'ai été désigné rapporteur pour avis sur ce projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé. Et Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Madame la Ministre, j'ai 3 questions brèves à vous poser. D'abord, s'agissant des études de médecine et de la suppression du numerus clausus, vous indiquez prendre le problème des déserts médicaux à bras-le-corps. Donc je souhaiterais savoir quelles mesures vous envisagez pour améliorer la répartition territoriale des futurs diplômés, en particulier dans les zones sous-denses, alors que nous assistons à une crise de vocation pour les territoires ruraux et que nous manquons de maîtres de stage pour susciter ces vocations. Par ailleurs, la suppression du numerus clausus ne permettra pas à elle seule d'améliorer la répartition des professionnels de santé. Ensuite, concernant les pratiques avancées, qui me semblent aller dans le bon sens pour augmenter le temps médical disponible à court terme sur l'ensemble du territoire, 3 ans après le vote de la loi Santé de 2016, seul un décret pris en 2018 a été décliné ce régime pour les infirmiers. Quand seront pris les décrets de pratique avancée pour les autres professions paramédicales? Enfin, ma dernière question concerne les dispositifs d'incitation à l'installation des médecins. Ils sont nombreux, dispersés entre l'État, la sécurité sociale, les collectivités territoriales, et des doutes sont régulièrement émis sur leur efficacité et leur efficience. Je pense à plusieurs rapports de la Cour des comptes, en 2014, 2015 et 2017 par exemple. Avez-vous prévu d'évaluer et de faire un bilan exhaustif de ces mesures d'incitation? Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, je vous laisse, mesdames les ministres, la parole. Ensuite, nous passerons aux collègues.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais commencer par les questions de formation et une question importante que vous avez mentionnée, qui est bien sûr la question des moyens. Bien sûr, il va y avoir besoin de moyens supplémentaires de façon à mettre en place cette réforme, et ça, nous en sommes totalement conscients. Je tiens à signaler que ça va être des moyens très importants de façon transitoire, puisque la réalité, c'est que les 70% d'étudiants qui s'inscrivent en PACES et qui, au final, échouent au concours sont de toutes les façons ensuite des étudiants qui restent au sein des universités, majoritairement dans les filières de sciences ou dans les filières juridiques, d'ailleurs, pour de multiples raisons. Donc, effectivement, il va nous falloir faire cette transformation. Il y a la question aussi, et vous l'avez mentionné, de la modification des épreuves. Et de ce point de vue-là, les universités, et c'est pour ça que la concertation est encore en cours, sont en train de discuter, les facultés de médecine sont en train de discuter pour savoir comment se mettre ces épreuves, se mettre en place ces épreuves, avec possiblement une première liste d'admissibilité, puis ensuite une liste d'admission, ce qui évitera de faire passer plus de 50 000 étudiants à l'oral. Donc tout ceci, c'est au cœur des concertations que nous sommes en train de faire. Mais oui, bien sûr, il y a des moyens qui sont nécessaires et qui sont en train d'être chiffrés par rapport aux besoins qui seront exprimés par les facultés de médecine. J'insiste sur le côté moyen récurrent et le côté moyen transitoire, puisque de ce point de vue-là, nous avons vu ce qui s'était passé pour les expérimentations. Et bien sûr, les moyens de cette transition seront mis à la disposition des établissements. On ne peut pas leur demander de faire ces transformations sans avoir de moyens. Il s'agit bien de supprimer le numerus clausus au sens où on l'entend, où on l'entendait jusqu'à présent, puisque ce que nous avons demandé aux établissements, c'est aussi de définir, en lien évidemment avec les ARS, la réalité de leur capacité d'accueil. Et l'objectif est bien de faire en sorte de les aider à monter en puissance, y compris en termes d'encadrement, de manière à ce que leur capacité d'accueil augmente. Et on est dans une logique qui est totalement différente de la logique actuelle, où on fixait un numerus clausus à un élément près, si je puis dire, alors que là, ça correspond bien à la demande qui seront faites par les universités, en lien évidemment avec les ARS et avec les besoins du territoire. Et ce que nous avons proposé en termes de répartition territoriale, c'est en fait quelque chose qui est lié au fait qu'aujourd'hui, si vous voulez faire des études de médecine, vous êtes obligé de quitter l'endroit que vous habitez et de rejoindre une ville dans laquelle il y a une université avec une faculté de médecine et un CHU. Et ça veut dire que quelque chose entre 9 et 15 ans, vous étudiez loin de chez vous. Et ce que l'on sait, c'est qu'à partir du moment où un étudiant a quitté sa région ou son territoire plus de 5 ans, la probabilité qu'il y revienne chute de manière dramatique, parce qu'il a fait sa vie sociale, personnelle, amicale, etc., là où il a étudié. Et donc, l'idée de ces articles 1 et 2, c'est de faire en sorte que l'on puisse démarrer ses études dans son université de proximité, ensuite aller avoir le cœur de sa formation médicale dans un CHU, et là, évidemment, c'est très important que cette formation se fasse dans ce contexte-là. Et ensuite, en diversifiant les stages et les possibilités de stage, eh bien, d'avoir des jeunes qui puissent retourner dans les territoires et qui ne soient donc pas obligés de vivre 9 à 15 ans dans des métropoles avec des CHU. Et sur la question des pratiques avancées et des formations en pratiques avancées, nous avons commencé par ces formations en soins infirmiers. C'est très pragmatique, hein, c'était beaucoup trop tard pour que ces formations ouvrent à la rentrée 2017. Donc nous les avons fait ouvrir partout où elles étaient prêtes,
dès la rentrée 2018. Et l'objectif, c'est qu'il y en ait évidemment à cette rentrée 2019, plus encore qui ouvrent. Et au-delà de ces formations en soins infirmiers, l'objectif, c'est vraiment que l'on puisse travailler avec ce mot barbare qui est la LMDisation ou l'universitarisation de toutes les professions de santé. Et donc ça, évidemment, ça se travaille aussi avec les facultés. Mais c'est bien l'objectif, c'est de faire en sorte que ce soit de vraies équipes professionnelles qui prennent en charge les malades. Et c'est ce que nous avons commencé à faire avec Agnès Buzyn, en mettant en place notamment les services sanitaires, c'est-à-dire des équipes de jeunes étudiants dans différentes formations de santé qui s'associent, qui sont formés bien sûr, et qui ensuite s'associent pour aller faire de la prévention essentiellement auprès des collégiens. Merci Monsieur le Président. Je vais continuer avec votre question concernant les actions et réflexions engagées autour de l'éclatement de la gouvernance. Alors, votre question peut sous-entendre énormément de choses différentes. Elle peut sous-entendre une remise en cause des grands équilibres des financeurs de notre système, entre les mutuelles et le système d'assurance maladie, ou entre l'assurance maladie et l'État. Mais nous n'avons absolument pas touché à ces équilibres dans la loi et dans la réflexion que nous avons menée. Aujourd'hui, nous ne travaillons pas donc sur les financeurs, mais nous travaillons plutôt sur les acteurs de terrain en facilitant la différenciation territoriale. Et pour cela, nous augmentons les budgets des ARS alloués au fonds d'intervention régional. L'idée, c'est que les ARS soient mieux en mesure d'accompagner des initiatives de terrain. Donc, tout l'objectif de la loi, c'est vraiment la territorialisation et donc une plus grande régionalisation, au sens large, de la gouvernance. C'est la raison également pour laquelle nous avons mis énormément d'élus locaux au sein des conseils de surveillance des ARS, au sein des conseils territoriaux de santé, pour l'évaluation des projets territoriaux de santé. Et donc, l'idée, c'est vraiment de rapprocher le plus près possible la gouvernance de ces structures, de ces projets, des acteurs de terrain. Donc, c'est tout le sens de la loi, c'est vraiment penser la différenciation au plus près des territoires. Ensuite, vous me posez la question sur les hôpitaux de proximité. Effectivement, on a un chiffre indicatif qui était issu des travaux du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie qui avait évalué à 500 ou 600 le nombre d'hôpitaux de proximité qui pouvaient répondre à la définition qu'ils en avaient faite dans leur rapport. Aujourd'hui, nous avons effectivement 250 à peu près hôpitaux de proximité. Ces hôpitaux de proximité ont été pensés pour des raisons financières en réalité, pour protéger des établissements de santé qui avaient une très faible activité et qui avaient du mal à survivre avec les T2A. Donc 243 sont labellisés aujourd'hui. Et notre idée est plutôt de réformer le cadre, de leur donner au contraire une nouvelle vitalité qui n'est pas uniquement un mode de financement adapté, mais qui est vraiment un cadre qui permet une activité de médecine de proximité en lien avec le territoire, où des médecins libéraux, des médecins de ville pourraient intervenir dans cette activité de médecine en ayant une activité mixte. C'est ce qui est fait déjà dans certains territoires. Nous voulons qu'il y ait dans ces hôpitaux des consultations avancées de spécialistes par les hôpitaux qui portent le GHT, de façon à ce que ce ne soit pas aux patients de se déplacer, mais bien aux médecins d'apporter une expertise en proximité, y compris des chirurgiens. C'est un modèle qui fonctionne bien dans plusieurs hôpitaux de proximité que j'ai visités. Nous voulons qu'ils aient tous un plateau d'imagerie et de biologie, quitte à ce que ce plateau d'imagerie et de biologie soit partagé avec les acteurs libéraux. Donc c'est vraiment des hôpitaux de décloisonnement entre la ville et l'hôpital. Donc ça nécessite une gouvernance adaptée. Pour autant, je ne souhaite pas que ces hôpitaux de proximité à venir soient déconnectés des GHT. Parce que si je veux assurer la gradation des soins, si je veux assurer que les patients hospitalisés dans ces hôpitaux de proximité accèdent
à du recours à des plateaux techniques ou à des consultations de spécialistes, il faut impérativement que cet hôpital de proximité travaille au sein d'un groupement hospitalier territoire avec des filières de prise en charge qui soient bien identifiées. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons mis la gouvernance dans une ordonnance, parce qu'elle n'est pas calée encore aujourd'hui. Il nous faut une gouvernance qui inclut les acteurs de terrain, y compris de la ville, et les élus locaux, mais qui soit intégrée au sein du GHT. Donc nous avons cet enjeu-là à traduire dans l'ordonnance. Ensuite, vous me posez la question, Monsieur Longeau, pardonnez-moi, des mesures qui sont prises pour une meilleure répartition des peu de médecins que nous avons aujourd'hui sur le territoire. Même si, en réalité, nous n'en avons jamais eu autant en nombre. Il faut être tout à fait exact. Donc, nous avons un nombre de médecins qui est conséquent, mais le temps imparti à l'activité professionnelle par rapport au temps personnel, ce ratio a varié et il a plutôt diminué avec le temps. Et donc, nous avons cet enjeu de temps médical disponible alors que les patients sont de plus en plus âgés, de plus en plus complexes avec des pathologies chroniques. Et donc, même si nous avons un nombre de médecins qui n'a jamais été aussi important sur le papier, le temps médical est l'objet de cette réforme en réalité et de cette loi. Donc comment répartir la pénurie? C'est cela que vous me demandez, Monsieur Longeau. Donc nous avons dans la loi, mais aussi en dehors de la loi, beaucoup de mesures qui visent à renforcer l'attractivité. Et nous pensons que l'attractivité ne passe pas uniquement par des mesures financières. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup et quasiment exclusivement des mesures d'attractivité financières qui ont été mises en œuvre ces dernières années. Force de constater qu'elles ne sont pas suffisantes. D'abord, elles sont difficilement compréhensibles, elles sont trop nombreuses. Et nous avons d'ailleurs lancé une mission avec le docteur Sophie Augros, qui est déléguée à l'accès aux soins avec Madame la sénatrice Doineau, et nous avons demandé à Madame Augros de faire un rapport, un état des lieux sur ces financement visant à l'attractivité des territoires pour voir s'il n'y a pas une mesure de simplification, pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Au-delà de ça, nous misons sur la qualité de vie au travail. Qu'en réalité, ce que veulent les jeunes médecins aujourd'hui, ça n'est pas tant de gagner de l'argent, ce n'est pas tant de trouver des territoires attractifs sur le plan financier, que d'être certains qu'ils vont avoir un exercice professionnel diversifié, coordonnés, en coopération avec d'autres professionnels, et qu'il va y avoir donc une qualité de vie au travail augmentée. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort chez les jeunes médecins qu'on ne ressentait pas dans la génération précédente. Je crois qu'il n'y a plus que 5% des médecins qui sortent aujourd'hui de l'université ou de l'internat qui souhaitent s'installer en exercice libéral isolé. Donc, nous essayons de pousser à la coopération, soit dans des maisons de santé ou centres de santé, c'est-à-dire un exercice regroupé sur un site, soit dans le cadre de réseaux, ce qu'on appelle parfois les pôles de santé ou les réseaux de santé, soit dans le cadre des communautés professionnelles territoriales de santé, qui est une forme de réseau, avec une responsabilité territoriale des professionnels qui adhèrent à la CPTS. Et nous leur demandons donc, et c'est l'objet de la négociation conventionnelle en cours, d'adhérer à un certain cahier des charges, faire plus de prévention, assurer l'accès à des soins non programmés, trouver à chaque usager un médecin traitant. Et donc, s'ils répondent à ce cahier des charges, ils auront un financement par la Sécurité sociale pour faire fonctionner la CPTS, pour avoir de l'appui de coordination. Enfin, nous développons évidemment les maîtres de stage universitaires dans les maisons de santé en zone rurale et en centre de santé. Ils ont augmenté de 17% l'année dernière. Nous avons augmenter la rémunération de la maîtrise de stage. Elle est passée de 600 à 900 euros par mois. Donc, nous rendons plus attractif cette pratique. Enfin, nous faisons beaucoup de publicité sur les contrats d'engagement de service public. Ce sont des contrats qui financent les études de médecine pour les jeunes qui s'engagent. Donc, c'est un contrat qui leur permet d'avoir 1 200 euros par mois,
tout au long de leurs études de médecine. Et tant qu'ils bénéficient de ce financement pendant leurs études, ce temps-là, c'est le temps qu'ils vont devoir donner au territoire en zone sous-dense. C'est-à-dire que s'ils ont obtenu 3 ans de financement dans le cadre d'un contrat d'engagement de service public, ils devront donner 3 ans dans un territoire sous-doté. Et ça fonctionne très bien et c'est en très forte augmentation aujourd'hui. C'est plébiscité par les étudiants. Voilà. Ensuite, nous essayons de dégager du temps médical aux médecins de façon à ce qu'ils puissent se concentrer vraiment sur leur valeur ajoutée et qu'ils puissent avoir plus de patients, prendre en charge une patientèle plus large. Et donc pour cela, ce sont les assistants médicaux, ce sont les délégations de tâches qui vont être facilitées dans la loi, de façon à déléguer plus de tâches à d'autres professionnels. Et ce sont évidemment les infirmiers de pratique avancée qui vont pouvoir prendre en charge dès l'année prochaine les patients chroniques quand ils sortiront de l'université, au stade master. Et nous ouvrons maintenant les pratiques avancées aux infirmiers pour la psychiatrie. Et nous travaillons évidemment sur les pratiques avancées d'autres professionnels, en commençant par la filière visuelle, car nous savons à quel point c'est difficile aujourd'hui de trouver un ophtalmo et à quel point justement la délégation de tâches peut se faire dans cette filière visuelle, puisque c'est le cas dans beaucoup d'autres pays. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Nous allons donc passer aux questions des collègues. Pour l'instant, vous êtes 17 inscrits. Monsieur Jomier. Bien, merci Monsieur le Président. Mesdames les ministres, le projet que vous nous soumettez est un projet qui contient un certain nombre de principes auxquels on peut souscrire de façon tout à fait directe. Mais, s'il y a un mais, comme ça a été souligné en introduction, le texte est, on dira ouvert, si on veut être très positif, on dira flou aussi, si on veut être plus réaliste. C'est-à-dire que, au-delà des principes que vous posez, je vais y venir tout de suite et concrètement, l'importance du renvoi aux ordonnances et au niveau réglementaire fait qu'il est difficile de percevoir quelle sera l'application réelle de ces principes. Sur la première partie qui concerne les études, la suppression du numerus clausus, dans son aspect quantitatif, n'aura pas de conséquences. Ce numerus clausus est passé de 3 250 à 9 300 cette année sans besoin d'intervention législative. Et de l'ensemble des auditions qu'on a menées et des informations qu'on recueille, symboliquement, la barre des 10 000 pourra être franchie en termes de formation, mais les moyens des universités ne permettront pas d'aller beaucoup plus haut. Et donc, évidemment qu'on souscrira à cette suppression, mais voilà, ramenons-la sur juste mesure. Elle est plus intéressante sur la partie qualitative, la suppression de la méthode actuelle de sélection, à laquelle nous souscrirons. Ceci dit, attendre de cette modification de cette méthode de sélection des étudiants un impact sur ce que seront les choix des étudiants dans leur vie professionnelle nous paraît un peu trop optimiste. Il y a entre le second cycle, et c'est là que tout se joue. Alors vous proposez de lever un verrou à l'organisation du second cycle qui est l'ECN. Nous y souscrivons également. Mais une fois que ce verrou est levé, et il sera levé quand la loi sera votée, l'important, c'est ce qui se passe pendant le second cycle. C'est pendant le second cycle que se déterminent les choix professionnels des étudiants, la façon dont ils conçoivent leur métier, l'orientation et les territoires sur lesquels ils vont aller. Et là, nous sommes dans un domaine où vous nous demandez de vous faire confiance, et à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, vous avez écarté l'ensemble des amendements qui traitaient sur les contenus du second cycle. Vous n'avez pas plus proposé de modifier, enfin, ou de travailler la directive en la matière sur les contenus de formation. Sur l'organisation du système de soins, nous avons assez largement souscrit au principe de Ma Santé 2022. Et je vais prendre encore une fois des exemples. La construction ascendante des projets de santé est une bonne chose. Mais la complexité de la rédaction de l'article nous fait légitimement craindre que les professionnels de santé engagés dans les CPTS vont avoir un travail qui ne va pas leur libérer particulièrement du temps pour le soin. Car la complexité du mécanisme qui est décrit fait que
je ne sais pas trop comment ils vont faire pour gérer tout ça. Et là encore, rien n'est dit des moyens qui vont être attribués à cette construction. Vous portez un principe de gradation dans la réponse auquel nous souscrivons également tout à fait. Mais les hôpitaux de proximité sont entachés d'une faiblesse dans leur description. J'ai bien entendu les avancées, parce que vous avez énoncé, Madame la Ministre, et une des questions que j'ai à vous poser, c'est allez-vous présenter des amendements du gouvernement sur différents sujets, d'ores et déjà, lors de la discussion qui va s'ouvrir au Sénat. Mais après tout, il y a une définition des hôpitaux de proximité produite par le Haut Conseil, par le HCAM, et peut-être eût-il été bon tout simplement de reprendre cette définition des hôpitaux de proximité. Cette gradation dans la réponse, par contre, vous ne la défendez pas sur la question de la naissance et des maternités. J'aurais voulu vous interroger sur cette question. Sur la question de la naissance et de la maternité, vous ne défendez pas vraiment une logique de gradation. Vous êtes plutôt sur un argument qui est de dire la sécurité sanitaire nous impose de réduire l'offre en la matière. Bon, je ne reprends pas tout le débat actuel, mais on pourrait travailler un nouveau maillage, y compris avec les maternités de niveau 1, pas seulement les centres périnataux qui sont mis en œuvre, mais à partir d'une gradation maternité niveau 1, 2, 3. Sur l'organisation hospitalière, je vais très vite, il y a beaucoup de choses en SPJL. Il y a des scotomes, il y a quand même un certain nombre de scotomes. Vous décrivez un mouvement de concentration dans les GHT, donc de poursuite d'un mouvement qui est enclenché, qui ne me semble pas d'ailleurs très satisfaisant en termes de gouvernance médicale, car on voit bien que les CME, les commissions médicales d'établissement, à terme disparaîtront au faveur de la commission médicale de groupement, et je crains que cette concentration se traduise dans les allocations de moyens à terme et ne favorise pas, là encore, la proximité. Mais surtout, il n'y a rien dans votre projet de loi sur la PDSA, sur la permanence des soins de façon générale, alors même que la question des urgences est aussi un des principaux dossiers qui nous préoccupent et qui préoccupent nos concitoyens. Donc, est-ce que là, vous allez procéder par voie d'amendement, ou est-ce que c'est un dossier que vous souhaitez traiter plus tard? Je n'ai pas vu non plus traiter les PTA du tout, les PTA qui ont été instaurés dans une loi précédente. Allez-vous intervenir dans le débat sur cette question? Et puis, deux derniers points. Sur l'équilibre, les nouvelles répartitions des tâches entre professions de santé, moi je souscris globalement à, on va dire, une meilleure valorisation de professions qui n'ont pas été assez utilisées jusqu'à présent, les infirmiers, les pharmaciens, etc., etc., avec toutefois une limite qui ne doit pas être franchie, c'est le principe général de séparation de la prescription et de la réalisation d'une prestation. Et ça doit être très strictement encadré, sous peine de dérive. Et enfin, et pour terminer, des élus partout, je ne suis pas persuadé que ce soit la question, et j'ai bien noté qu'il y a aussi un dernier point qui n'est pas traité concernant les hôpitaux, c'est l'évolution des conseils de surveillance. Ils ont 10 ans maintenant, les élus y sont présents pour le coup, même si c'est trop faiblement, mais ils sont présents là, et il leur manque quand même, on voit bien, quelques prérogatives pour un meilleur équilibre des responsabilités dans la gouvernance hospitalière. C'était l'occasion de le traiter dans la loi. Vous ne l'avez pas souhaité. Est-ce délibéré ou est-ce que vous êtes prête à regarder cette question? Merci, Monsieur Jomier, à profiter d'être le premier pour faire un tour d'horizon complet. Juste donc une petite réflexion avant de passer la parole à Monsieur Daudigny, qui est le deuxième inscrit. Des élus partout, en particulier des sénateurs et des députés, c'est probablement à cause d'une majorité précédente qui a supprimé le cumul. Monsieur Daudigny. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Quelques questions simples. Première question qui va déborder un petit peu du cadre de la loi, mais celle-ci conforte, modifie, fait évoluer tous les dispositifs existants en matière d'organisation de la médecine de ville. Alors, ne craignez-vous pas, Madame la Ministre, qu'il y ait demain confusion, perplexité devant l'enchevêtrement de l'ensemble des dispositifs et
comment l'implication des professionnels de santé, en particulier des médecins, sera-t-elle possible dans ces différents dispositifs sans nuire au temps médical qui est dans l'augmentation et le but constamment recherché. 2 points précis, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur l'article 7E, responsabilité populationnelle? J'ai à vous avoir un petit peu de mal d'imaginer des professionnels de médecine qui ne seraient pas responsables devant la population. Et sur l'article 7C, les équipes de soins spécialisées qui sont apparues par amendement donc à l'Assemblée nationale. Concernant les hôpitaux, ce sera le deuxième et dernier sujet. Les hôpitaux de proximité, leurs missions ont été précisées dans l'article 8 à l'Assemblée nationale. Il reste néanmoins un vaste champ confié à de futures ordonnances dans l'article 10 sur un sujet qui n'est pas mineur, qui est celui des commissions médicales d'établissement et commissions médicales de groupement. Alors, Madame la Ministre, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur vos intentions avant donc les concertations pour la signature de ces ordonnances? Est-ce que ce texte, dans votre esprit, est une étape vers la fusion des établissements qui constituent les GHT? Et enfin, est-ce que ce texte, ce sera la partie la plus désagréable de la question, ne pourrait être l'occasion de suppression de services et donc en fait de déclassement d'un certain nombre d'hôpitaux? Je vous remercie. Merci. Madame Cohen pour la suite. Oui, merci Monsieur le Président. C'est vrai qu'il ne s'agit pas de faire le débat ici avant la séance plénière, mais le fait qu'il y ait beaucoup d'ordonnances et de décrets entretiennent un certain flou qu'il est difficile de lever. Cette remarque une fois faite, moi j'ai 4 questions. Les ambitions que vous affichez pour ce projet de loi, on ne peut que les partager, puisque vous mettez au cœur de tout dispositif le renforcement des soins en adéquation avec les besoins des populations et en mettant le patient au cœur. Donc, je ne vois pas qui peut s'opposer à ces objectifs. La difficulté, c'est que nous savons toutes et tous ici que, en termes de financement, alors vous l'avez un petit peu évoqué, mais en termes de financement, aujourd'hui, les hôpitaux notamment sont arrivés à un point très grave de leur situation financière. Donc, s'il n'y a pas de moyens supplémentaires, de moyens financiers, ça passe aussi par des moyens humains, toutes les réformes qui peuvent être proposées ne pourront pas être appliquées à moyens constants. Donc c'est ma première remarque. Deuxième remarque, vous parlez de gradation des soins et notamment de définition en fait des hôpitaux de proximité. Moi, je fais partie de ces élus qui ont quand même une certaine inquiétude parce que nous savons très bien qu'il y a des grandes inégalités territoriales et le risque quand même, c'est de maintenir effectivement des structures, mais qu'elles soient en quelque sorte des coquilles vides. Et que pour qu'il y ait un hôpital de proximité, alors il me semble que vous avez ouvert une fenêtre, mais c'est peut-être mon naturel optimisme, mais vous avez dit qu'il y aurait des actes chirurgicaux qui pourront être pratiqués au niveau de l'hôpital de proximité. Moi, je me permets de dire que ça va dans le bon sens, mais il semble important qu'il y ait effectivement un plateau chirurgical et qu'il y ait y compris des maternités qui soient maintenues. Donc c'est une question, est-ce que vous pouvez approfondir cet aspect? Et du coup, ça m'amène à la question de la délégation des tâches et des compétences. On est dans une situation au niveau de la santé où il manque des professionnels, des médecins, etc. Je ne vais pas empiéter sur la formation et sur la suppression du numerus clausus. Ma collègue Katia Pourceau y reviendra. Mais il y a un manque, et puis un médecin, ça se forme en plus de 10 ans, donc ça ne va pas se régler tout de suite. Donc, délégation de tâches, de compétences. Est-ce que dans cet esprit-là, et je pense notamment aux maternités, où il y a énormément de maternités qui, y compris dans la dernière période, ont été fermées pour des raisons de sécurité. C'est ce qui a été avancé. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'ailleurs quelque chose qui se fait déjà sur le terrain, mais qui n'est pas validé? Le fait de dire que la majorité des accouchements ne sont pas pathologiques. Ils peuvent être faits et ils sont faits par des sages-femmes. Donc reconnaître l'implication des sages-femmes avec une permanence d'un médecin évidemment pour
pallier à tout problème, et du coup, ça pourrait aider à maintenir des maternités de niveau 1 et à arrêter de les fermer. Troisième question, c'est sur l'attractivité des métiers. C'est quelque chose qui monte beaucoup sur le fait qu'il y a des difficultés en termes de reconnaissance, en termes de salaire, et je pense particulièrement, mais pas que, aux aides-soignantes. Donc, qu'est-ce qui est envisagé justement pour permettre à ces professionnels de pouvoir poursuivre dans les carrières de santé, mais en étant reconnus, pénibilité, etc., et en pouvant évoluer également dans leur carrière. Concurrence entre privé et public. C'est quelque chose là aussi qui vient très fort quand on rencontre les directeurs et les directrices d'hôpitaux qui nous disent qu'elles ne peuvent pas offrir des salaires comme il peut y avoir dans le privé. Qu'est-ce qui est envisagé, et notamment au niveau de l'intérim, parce que c'est quelque chose qui monte en flèche et qui met les hôpitaux à genoux. Dernière question, c'est sur les déserts médicaux. C'est une vaste question. On a tous et toutes ce souci-là, et j'entends, et j'ai beaucoup de discussions et de respect en direction du président Milon sur les mesures d'accompagnement qu'il faut essayer d'inventer plutôt que des mesures de coercition. Mais moi, je pose une question, c'est qu'il y a eu quand même pas mal de dispositifs incitatifs, et on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Alors, les étudiants qu'on a rencontrés nous ont dit c'est parce que, en fait, ce sont des dispositifs qui ne sont pas suffisamment connus. Peut-être, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Mais du coup, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une réflexion sur un conventionnement qui serait partagé, évalué, comme c'est le cas en Allemagne, où en fait, eh bien, il y a un taux de médecins par région qui sont conventionnés. Alors, est-ce que ça, c'est une piste possible ou pas? Et du coup, pour pallier à ces déserts médicaux, pourquoi est-ce que dans votre réorganisation donc, du système de santé, il n'est pas plus fortement mis en avant des moyens pour développer les centres de santé? Madame Grellet, certainement. Je ne sais plus comment ça fait. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, deux questions assez rapides. Notamment sur, là encore, j'insisterai à nouveau sur les hôpitaux de proximité, puisque effectivement, on a tout de même l'impression dans le projet de loi de santé qu'ils sont reliés au second plan, puisqu'il s'agit bien évidemment de fermeture de plateaux techniques, de services de chirurgie de maternité, donc ce qui génère, vous le savez, de très très grandes inquiétudes. Et je pense notamment à l'hôpital de Saint-Calais dans la Sarthe, pour lequel je vous avais déjà alerté. Ces hôpitaux de proximité, ou en tout cas leur fermeture, risque de déstabiliser certains bassins de vie et donc d'amplifier la problématique transport notamment pour accéder donc aux soins qui auparavant étaient offerts localement. C'est donc une perte énorme. Vous avez parlé de 243 hôpitaux proximité labellisés aujourd'hui. Et donc, effectivement, il s'agit d'en labelliser le double pour pouvoir y effectuer notamment des consultations avancées de spécialité, un plateau d'imagerie de biologie et donc de rester connecté au sein des GHT. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les critères de labellisation qui seront mis en place pour les hôpitaux de proximité à venir? Est-ce que la notion de distance par rapport aux hôpitaux principaux sera un des éléments pris en considération dans cette labellisation? Et puis, afin de leur permettre de rester attractifs et connectés aux projets de santé, est-il prévu qu'ils soient associés, voire devenir des dispositifs principaux des futurs CPTS qui sont évoqués dans le projet de loi? Ma deuxième question, c'était sur le numérique. Je souhaitais vous interroger sur la question numérique et de la formation numérique, aussi bien des professionnels de santé que des patients. Le titre 3 du projet de loi prévoit de nombreuses innovations en matière numérique et notamment l'espace numérique de santé. Lors des débats à l'Assemblée nationale, vous avez été sollicité sur ce point en indiquant que vous travaillez sur cette question en vue de ne pas oublier une large frange de la population qui demeure en situation d'électronisme ou comme ne maîtrisant pas l'outil numérique ou qui n'ont pas effectivement accès, qui n'ont pas la possibilité technique ou financière d'y accéder.
Et donc, je crois qu'il est important d'apporter une réponse sur ce point pour les exclus du numérique, au risque de rompre l'accès aux soins pour certains. Le défenseur des droits l'a très bien relevé dans son précédent rapport. Le numérique ne peut être l'alpha et l'oméga de toute politique publique, mais il faut prévoir de conserver une présence humaine et des relais personnalisés pour ce public particulier, et pas seulement. Parallèlement à cela, il ressort de nombreuses auditions la nécessité de redéfinir et de former en continu les praticiens aux nouvelles conditions numériques d'exercice de la médecine et notamment en matière de déontologie. Quelles sont les mesures que vous envisagez dans ce domaine? Merci. Merci bien. Je vous laisse, mesdames, répondre à toutes ces questions avant de passer aux autres séries. Merci. C'était un large tour. Merci, Monsieur Jomier. J'espère ne pas oublier certaines de vos questions. Je laisserai Frédérique Vidal répondre sur la question du deuxième cycle. Sur le renvoi aux ordonnances, je vous l'ai dit, nous avions besoin d'un levier législatif urgemment pour pouvoir bouger les lignes, notamment sur la réforme des études, mais également pour mieux structurer l'offre de soins, notamment de proximité. Et le calendrier législatif étant ce qu'il est, et vous le connaissez mieux que personne, nous n'étions pas mûrs sur la totalité des sujets pour le faire sans ordonnance, mais dès que nous avons la capacité d'inscrire dans le dur un certain nombre de choses, nous le faisons. Et par ailleurs, j'ai mis en place un groupe miroir des grands élus avec l'ADF, l'ARF et l'AMF qui se réunissent tous les mois au ministère afin qu'on leur fasse part de l'avancée des travaux sur les différentes concertations en cours, sur les différentes ordonnances. Et puis, je l'ai dit, je viendrai vous présenter à la fois l'ordonnance et l'étude d'impact avant la loi d'habilitation. Sur la complexité pour les CPTS, donc les CPTS, c'est vraiment un maillon essentiel d'organisation du territoire. Donc, ce qu'on demande aux professionnels, c'est de penser le territoire ensemble, de se sentir donc en responsabilité territoriale. C'est quelque chose de nouveau et quelque part, ça répond à une autre question qui m'a été posée, je crois par M. Dodini peut-être, ou Mme Cohen, sur qu'est-ce qu'on entend par responsabilité territoriale. Aujourd'hui, un médecin est en responsabilité de son patient et de sa patientèle. Dans le code de déontologie, il n'est pas responsable d'une population. Nous ne le souhaitons pas. Aucun médecin peut être en capacité de répondre, évidemment, aux besoins d'une population. C'est un engagement trop lourd. Par contre, à l'échelon collectif, la responsabilité populationnelle permet de dire qu'un collectif de professionnels s'engage à répondre aux besoins d'une population donnée. Donc c'est quelque chose qui a été discuté avec les syndicats de professionnels libéraux et auxquels ils adhèrent, vu la nécessité aujourd'hui de ne laisser personne au bord du chemin. Vous m'avez posé la question des moyens sur les CPTS. Donc dans la convention médicale figurent des moyens pour l'ingénierie de projet, donc pour aider les professionnels à monter les projets et également pour la coordination. L'idée, c'est justement de leur libérer du temps médical et de ne pas rajouter une couche administrative supplémentaire. Vous m'avez interrogé sur la gradation des soins sur les maternités. Ça va me permettre de répondre à Mme Cohen aussi, peut-être de la même façon sur les maternités. Nous avons clairement un enjeu de sécurité aujourd'hui avec beaucoup de maternités très peu attractives du fait du faible nombre d'accouchements. Et les accouchements sont plutôt en baisse du fait de la faible natalité ou de la natalité qui régresse dans notre pays. Donc nous avons 50 000 enfants en moins qui naissent chaque année. Quand on considère qu'une maternité moyenne fait 1000 accouchements, vous voyez l'impact que ça pourrait avoir pour l'offre de soins. Donc mon idée est évidemment de préserver le plus longtemps possible les activités de maternité quand je le peux. Mais lorsque une maternité ne fonctionne plus qu'avec des intérimaires et que les listes de garde ne sont pas pourvues, et souvent ce ne sont même pas les obstétriciens qui manquent, ce sont les anesthésistes ou les pédiatres, en réalité nous n'avons pas d'autres moyens. Donc moi j'entends la gradation des soins, mais ça rejoint aussi la question de Mme Cohen, pourquoi ne pas confier aux sages-femmes le soin de l'accouchement? En réalité c'est faisable a posteriori quand on sait que l'accouchement n'est pas pathologique. Mais en réalité un accouchement peut devenir pathologique pendant l'accouchement. Et là c'est trop tard. S'il n'y a pas d'obstétricien, pas d'anesthésiste pour faire une césarienne en urgence, et s'il est à 1 heure de route, la sage-femme va être en difficulté et l'enfant sera mort. Donc en réalité, malheureusement, un accouchement pathologique, ça se juge a posteriori. Et donc la gradation des soins nécessiterait qu'on sache à l'avance le risque et la gravité. Donc on le sait pour certaines femmes qui ont des pathologies sous-jacentes, d'où les maternités de niveau 3 ou niveau 2. Mais en réalité, on est quand même obligé de définir a priori
un niveau de sécurité optimal, même pour les maternités de niveau 1. Parce qu'on ne peut pas laisser des sages-femmes seules, sans anesthésiste ou sans obstétricien capable de faire une césarienne. Voilà. D'où la difficulté sur la maternité. Vous m'avez interrogé, je pense, sur les fermetures de maternité, mais on aura l'occasion d'en parler. Je vois bien la cristallisation dans la presse des élus locaux, etc. On est quand même un pays où, bien qu'il y ait eu énormément de fermetures de maternité, nous avons un maillage territorial bien supérieur à la plupart des pays européens. Par exemple, le nombre de femmes qui accouchent dans des maternités à forte activité, c'est-à-dire à plus de 3000 accouchements par an, sont de l'ordre de 20% en France. Donc 20% des femmes accouchent dans des grosses maternités qui font beaucoup d'activités. C'est 70% aux États-Unis. C'est pareil en Suède. Je crois qu'en Suède, il y a moins de 50 maternités sur un territoire immense. Donc, en fait, pour les organisations que je propose, je me suis beaucoup inspirée des pays qui ont des vastes territoires et qui ont de facto des déserts médicaux du fait de leur géographie. Et donc, je travaille vraiment à mettre en place des dispositifs qui compensent les distances, tout en ne niant pas qu'aujourd'hui, voilà, certaines femmes, ça représente assez peu de femmes, hein, 3/4 des femmes accouchent à moins de 30 minutes de chez elles, mais certaines femmes ont effectivement des distances à parcourir. Mais je veux le redire aussi, beaucoup de femmes avaient des distances à parcourir pour aller accoucher bien avant qu'on se mette à fermer des maternités. Je parle souvent de la Corse, mais quand vous habitez Calvi, la maternité est à Bastia, c'est à 1h15, 1h30 de route. Il n'y a jamais eu de maternité à Calvi, ça n'a jamais été demandé, et ça fait des années qu'on a organisé l'accompagnement des femmes de ce bassin de vie pour des distances qui sont, voilà, qui existent. Et il y a beaucoup de bassins de vie aujourd'hui dans ce cas-là. Je vais continuer pour laisser la parole à tous ceux qui veulent poser des questions. On aura l'occasion de reparler des maternités beaucoup, j'en suis sûre. Voilà. Mais sachez que je ne suis pas la ministre qui a rêvé d'arriver pour fermer des maternités, contrairement à ce qu'on peut laisser croire dans la presse. Ça n'était pas un objectif du tout. Malheureusement, nous ne pouvons pas vivre avec que des intérimaires et qui parfois ne répondent pas au téléphone. J'ai quelques maternités en tête où partent de la maternité avant la fin de leur garde. Voilà. Vous m'interrogez sur les plateformes territoriales d'appui. Elles sont en cours de réflexion avec tous les autres dispositifs de plateforme au ministère de façon à essayer de regrouper ces dispositifs. Donc nous sommes bien conscients aujourd'hui que la multiplicité de ces dispositifs d'appui nuisent à leur lisibilité et donc un travail est en cours avec les départements qui sont souvent très engagés, en plus des représentants qui animent ces dispositifs. Vous m'interrogez sur la PDSA, donc les soins ambulatoires, la permanence des soins ambulatoires. Donc, en réalité, notre priorité est déjà de sécuriser la continuité des soins dans la journée, c'est-à-dire être sûr qu'on offre aux patients l'accès à des soins non programmés. Et c'est loin d'être le cas dans beaucoup de territoires. Donc cette mission des soins non programmés, elle va être confiée au CPTS. Il va leur être demandé d'élargir au maximum leur plage horaire. Et l'idée, c'est clairement de les financer. Voilà, plus il y aura un effort fait sur cet élargissement des plages horaires, plus cela permettra de désengorger les urgences, notamment en fin d'après-midi, où on sait qu'il y a un afflux de patients vers 20h, entre 18 et 20h, du fait de la difficulté à trouver un médecin à ces heures-là. Et donc, si on veut jouer sur l'afflux aux urgences, si nous traitons déjà la question des soins non programmés jusqu'à 20h, nous améliorons déjà la situation. Ensuite, la question évidemment de la permanence des soins, je pense elle profitera d'une meilleure organisation des soins de ville. Je pense que c'est une évolution légitime que l'on pourra attendre. Monsieur, ah oui, vous m'avez dit qu'il faut séparer la prescription de la délivrance. C'est un principe fondamental. Je me suis beaucoup battue à l'Assemblée nationale contre la délivrance par les pharmaciens, notamment des substituts nicotiniques. Je trouvais qu'on pouvait aboutir effectivement à un mélange des genres. Donc aujourd'hui, je serai effectivement vigilante. Voilà, on a vraiment réservé la délivrance par des pharmaciens de certains produits uniquement à des situations d'urgence qui aujourd'hui peinent à trouver un médecin et aboutissent aux urgences. Monsieur Daudigny, vous m'interrogez sur
le temps médical et les différents dispositifs. Je cherche voilà, la confusion de tous les dispositifs existants pour les médecins de ville. Donc l'exercice coordonné va justement veiller à bénéficier aux professionnels pour leur faire gagner du temps. C'est exactement ça. J'essaie d'aboutir à une simplification des dispositifs et à un exercice où chacun trouve sa place et où les médecins ne sont pas isolés dans l'exercice de missions qui sont parfois bien au-delà de la mission de médecine pure et dure. Donc l'objectif général de la loi, c'est vraiment la libération de temps médical. Nous avons calculé qu'avec les dispositifs que nous mettons en place, nous pourrions gagner 3 millions de consultations grâce aux assistants médicaux, par exemple. Donc 3 millions par an, ce n'est pas négligeable de temps de consultation. Vous m'interrogez sur les commissions médicales d'établissement. Non, vous m'avez interrogé sur la responsabilité populationnelle, je vous ai répondu. Les équipes de soins spécialisés, ça a été une demande des députés. On aura l'occasion de parler de leur place. C'est vrai qu'il y a aussi parfois des difficultés à trouver un médecin spécialiste aujourd'hui en France. Et l'idée, c'est d'avoir des réseaux de spécialistes qui se coordonnent bien avec les maisons pluriprofessionnelles et qui permettent aussi un maillage territorial. Donc vous me demandez la place des CME dans les hôpitaux de proximité. Donc il y a un groupe de travail sur ce sujet, puisque nous travaillons évidemment sur la gouvernance. Il fonctionne depuis le mois de mars, il a jusqu'à l'été pour nous donner ses conclusions sur les CME. L'enjeu, c'est bien de définir les compétences pertinentes qui doivent être exercées soit au niveau du groupement, soit au niveau des établissements, et continuer à ce qu'il y ait quand même une vision de l'établissement au niveau de la proximité. Donc l'idée n'est pas de tout rassembler dans une CME. Beaucoup des personnes avec lesquelles nous avons travaillé nous ont alertés sur vraiment la nécessité de maintenir aussi une CME locale. Ensuite, responsabilité populationnelle, je crois que j'ai répondu. Madame Cohen, vous m'interrogez sur... ah oui, vous m'avez demandé, Monsieur Daudigny, si c'était une étape vers la fusion. Non, pour l'instant, je pense que nous ne sommes pas mûrs pour la fusion. Certains établissements l'ont souhaité et le font. Donc il y a un droit d'option pour la fusion de certains services ou compétences. Il y a la possibilité de fusionner, mais elle n'est pas obligatoire. Et moi, je crois vraiment qu'il faut une dynamique humaine favorable. Parce que des fusions à marche forcée avec des équipes qui ne s'entendent pas, qui n'ont pas de projet, on va à la catastrophe. Pour autant, je pense que les établissements qui ont fusionné et qui ont réussi à mutualiser leurs compétences médicales permettent plus facilement de maintenir une offre de soins de proximité grâce à l'adressage de consultations avancées et de professionnels qui vont donner du temps médical en proximité. Et je trouve que des établissements qui ont mutualisé, par exemple, leurs services d'urgence ou leurs obstétriciens pour maintenir des maternités de proximité, eh bien, c'est vraiment une avancée considérable. Mais je ne forcerai pas les établissements à le faire parce que certains sont loin d'être prêts pour cela. Sur la chirurgie, donc Madame Cohen, oui, j'ai souhaité, à la demande des députés, pouvoir maintenir en proximité une activité de chirurgie. Pour autant, il faut qu'elle puisse se faire sans anesthésie générale ou loco-régionale, parce que ça nécessite un anesthésiste réanimateur. Donc tout de suite, ça veut dire un réveil, ça veut dire un plateau technique. Et donc, j'ai réservé la capacité des hôpitaux de proximité à faire de la chirurgie purement locale, nécessitant des anesthésies locales pouvant être faites par les praticiens eux-mêmes. D'où la question de la chirurgie de la cataracte ou de l'IVG instrumentale. Donc nous allons demander l'avis à la HAS. Je pense que le plus raisonnable, c'est que les professionnels nous disent eux-mêmes ce qui est faisable sans un anesthésiste réanimateur présent sur le site. Vous m'avez demandé si des distances allaient être prises en compte. Oui, bien sûr. Pour certaines activités, nous sommes vigilants à ce que la distance entre l'hôpital de proximité et l'hôpital support permettent la disparition éventuelle, par exemple, de certains services. Par contre, vous m'avez demandé si les maternités pourraient rester. Eh bien, dès qu'on parle de maternité, ça veut dire un anesthésiste réanimateur, un bloc opératoire, obligatoirement. Et donc, ça veut dire un fonctionnement H24. Une maternité, ça nécessite une liste de garde pleine. Et il faut savoir, parce qu'on ne se rend pas bien compte, que pour faire fonctionner un service H24, 7 jours sur 7, il faut 8 professionnels obstétriciens, 8 professionnels anesthésistes réanimateurs,
8 pédiatres. C'est le nombre de personnes qui permettent de faire fonctionner pendant 24 heures une activité. Donc vous voyez le défi quand on est en démographie médicale très faible, c'est vraiment énorme. Et donc je ne pense pas aujourd'hui que les hôpitaux de proximité puissent maintenir des activités qui nécessitent voilà, un anesthésiste réanimateur, un bloc opératoire, etc. Donc là, il pourra y avoir des dérogations en fonction des distances, et là ce sera vraiment le DG d'ARS qui, en fonction de la géographie du terrain, pourra exercer un mode dérogatoire. Sur les aides-soignantes, nous avons évidemment conscience aujourd'hui qu'il faut mieux accompagner cette profession. Donc nous avons un travail en cours pour actualiser leur référentiel d'activité, pour qu'elles puissent évoluer en termes de compétences. Elles le souhaitent, ça va valoriser leur métier. Nous souhaitons également travailler sur leur formation pour tenir compte de l'évolution des compétences. Nous souhaitons développer la formation d'assistants de soins en gérontologie. Donc ce sera aussi une nouvelle compétence. Améliorer les conditions de reclassement des aides-soignantes qui accèdent à des promotions professionnelles au grade d'infirmier. Et donc nous pensons aussi que les assistants médicaux pourraient être une voie de spécialisation de certaines aides-soignantes en milieu de carrière, sous réserve d'une formation. Et donc ça pourrait être intéressant comme évolution de carrière pour elles. Et puis, nous avons confié aujourd'hui à Dominique Libaud la mission de travailler sur la future loi grand âge et autonomie. Il nous a remis un rapport et nous aurons un travail sur les métiers du grand âge. Et là-dedans, évidemment, les aides-soignantes vont de nouveau faire l'objet d'une attention particulière puisque nous savons les difficultés de recrutement aujourd'hui dans les EHPAD. Donc, il y a vraiment beaucoup de travaux en cours aujourd'hui au ministère pour revaloriser les carrières, penser à des deuxièmes parties de carrière sur ces professionnels. Ensuite, vous m'avez posé la question de l'intérim. L'intérim, c'est très compliqué. J'ai, vous le savez, publié un décret fin 2017 pour limiter les rémunérations des intérimaires de façon à ne pas grever les budgets des hôpitaux qui ont recours aux intérimaires. Et j'ai réduit ce plafond de ressources régulièrement tous les ans, donc c'est dans le décret, de façon à ce qu'il ne puisse pas être supérieur, je crois, à 1 300 ou 1 400 euros par jour l'année prochaine. On part de certains revenus autour de 2 500, voire 3 000 euros la journée dans certains établissements. Pour que ça fonctionne, il faut que tous les établissements jouent le jeu. Le problème que j'ai, c'est que certains établissements ne jouent pas le jeu. Et je ne le sais pas. Et je ne peux pas le savoir, puisque évidemment, il faudra aller dans les... Voilà, regarder les comptes financiers de tous ces établissements qui ne jouent pas le jeu. Donc, aujourd'hui, les intérimaires vivent, je dirais, leurs belles heures, puisque la pénurie de médecins est telle que certains médecins aujourd'hui renoncent à des postes de praticiens hospitaliers dans des hôpitaux pour faire uniquement une activité d'intérim, puisqu'ils gagnent le même salaire en travaillant une semaine par mois. C'est très compliqué, il y a une régulation évidemment plus forte à avoir, mais régulièrement je demande aux ARS d'être extrêmement vigilantes sur les établissements qui recourent à l'intérim. Je pense que la difficulté vient que certains préfèrent lâcher de façon à permettre le maintien de certaines activités. Donc, voilà, je vais continuer à travailler sur ce sujet parce que, visiblement, le décret n'a pas suffi à réguler correctement l'intérim. Sur les déserts médicaux, vous dites que les dispositifs incitatifs ne sont pas suffisamment connus par les étudiants, c'est vrai, mais beaucoup de doyens et les ARS ont mis en place des dispositifs d'information pendant les études de médecine. Par exemple, je pense à l'ARS Grand Est qui a mis en place le dispositif Passerelle. Donc c'est en train de se développer. Mais nous souhaitons également simplifier tous ces dispositifs. Vous demandez qu'on explore le conventionnement régulé. En réalité, le déficit de médecins est tel aujourd'hui et la difficulté d'accès aux soins est telle que je pense que le conventionnement sélectif ne résoudra pas le système. Pourquoi ? Parce que je pense que certains médecins préféreront être déconventionnés et certains malades iront voir des médecins non conventionnés pour accéder à des soins. Et je crains malheureusement qu'on aille vers une médecine à 2 vitesses. Donc je suis inquiète en réalité de tous ces dispositifs de conventionnement sélectif qui en réalité risquent d'aggraver l'accessibilité, là pour des raisons financières.
Je crois que c'est malheureusement, le fond de ma pensée, je pense que c'est trop tard pour ce type de mesures. On aurait peut-être pu les prendre il y a 10 ans, quand la situation était moins grave. On pourra peut-être les prendre dans 10 ans, quand la situation sera moins grave. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un tel défi démographique que tout ce que nous allons mettre de coercitif va pouvoir faire l'objet de phénomènes de contournement et peut-être aggraver la situation. Voilà, vous ne me dites pas de moyens pour les centres de santé. Alors pour moi c'est clair, les moyens sont les mêmes pour les centres de santé et les maisons de santé pluriprofessionnelles. Je n'ai aucune préférence entre la médecine salariée et la médecine libérale. Donc tous les dispositifs incitatifs que vous entendez sur les maisons de santé pluriprofessionnelles sont également activables pour les maisons de santé, les centres de santé. Enfin, sur la question du numérique en santé, ça va nécessiter, alors évidemment, un accompagnement des patients qui ne sont pas férus, mais ça c'est vrai pour tout le déploiement du numérique dans les services en général. Donc nous avons la question de faire apparaître des médiateurs numériques, notamment dans les maisons de services au public, qui vont aider ces populations âgées à interagir avec le numérique. Mais n'oublions pas que nous construisons un système de santé qui va être le système de santé des 10, 20 ou 30 prochaines années. Le numérique, je pense, les générations qui aujourd'hui ont l'usage du téléphone auront vécu avec le numérique et je pense que des gens qui auront 70 ou 80 ans dans 30 ans ne verront pas le numérique comme un frein comme ça peut l'être aujourd'hui. Donc il faut aussi qu'on se projette dans l'avenir et qu'on prépare cet espace numérique de santé pour les générations qui vont naître en 2022. Sur la formation des médecins, ça fait partie des questions qu'on se pose avec Frédérique Vidal sur ce qui doit être dans les modules de formation du 2e cycle. Il y a eu beaucoup de demandes des députés pour faire apparaître telle ou telle thématique de façon obligatoire dans la formation. Nous avons souhaité à ce que rien ne soit inscrit dans la loi parce que sinon c'était une liste à la Prévert, ça n'était pas possible. Mais donc, par contre, nous avons écrit aux doyens, nous sommes en train de rédiger un courrier pour les doyens pour les alerter sur les souhaits des députés. Nous attendrons évidemment vos recommandations aussi, de façon à ce qu'ils prennent en compte la volonté qu'a la représentation nationale de voir figurer une formation sur les violences faites aux femmes, sur le handicap, sur le numérique et sur plein d'autres sujets d'importance. Et voilà pour cette audition sur le projet de loi de transformation du système de santé. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a défendu la suppression du numerus clausus qui limite le nombre d'étudiants en médecine. Il s'agit aussi d'inciter ces jeunes à venir exercer dans leur territoire pour lutter contre les déserts médicaux. Et quant à la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, elle a beaucoup été interrogée sur les fermetures de maternités, des fermetures qui, selon elle, se justifient par la baisse de la natalité. Chaque année, il y a 50 000 nouveau-nés en moins. Demain, Agnès Buzyn sera auditionnée sur ce texte par la Commission de l'aménagement du territoire du Sénat, une commission dont les sénateurs souhaitent obliger certains médecins à s'installer dans les déserts médicaux. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.